Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qu'il en soit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Comme pour la loi de finances 2023, le gouvernement camerounais a décidé de violer une fois encore les dispositions de la loi numéro 2018-012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques. Le projet de loi de finances est censé être déposé à la représentation nationale 15 jours avant le début de la session de novembre. Ouverte le 10 novembre dernier, alors qu'elle était censée être acheminée au plus tard le 27 octobre, c'est finalement hier 30 novembre, soit plus d'un mois après que le projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale. Plus grave, le projet de loi de finances 2024 est arrivé en partie. Il manque les annexes, soit plus de 15 000 pages. Comme l'année dernière, UDC, PCRN et SDF sont montés au créneau pour dénoncer cette autre entorse dans les rapports exécutifs législatifs. Loi de finances 2024, 10 jours seulement pour examiner. C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Et pour en parler, nous avons le plaisir, une fois de plus, de recevoir sur le plateau Fadimatou Natacha Bengono. Bonsoir Fadimatou. Bonsoir Monsieur Serge Alaotou, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox, précisément Equinox Soir. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver dans ce studio, bien entendu pour porter la voix de celui-là qui est le chantre de la démocratie dans notre pays. J'ai nommé le président Paul Biya à travers son parti politique, le RDPC. Voilà, merci Natacha. À côté de vous, Jean-Marie Anaba. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir à vous, Serge Alaotou. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir à mes co-discutants. Merci pour l'invitation. Voilà, Jean-Marie Anaba, chef de service politique, Royal FM, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. C'est vrai que chaque fois que je suis sur un plateau de télévision, je me fais le plaisir de rappeler toujours que je suis l'un des premiers journalistes au Cameroun à avoir accepté d'apporter la communication du mouvement franquiste, notamment le mouvement citoyen pour la paix et l'unité, puisque jusqu'à l'heure où je parle, je reste le secrétaire national à la communication du MCPU, Mouvement citoyen pour la paix et l'unité, une association apolitique qui a choisi pour modèle l'égérie de la jeunesse camerounaise, M. Franck-Emmanuel Biya, pour ses valeurs d'humanisme et sa culture d'intégrité que nous avons décelée en lui au lendemain du discours à la jeunesse du président de la République, le discours de février 2021. Donc nous continuons à œuvrer aux côtés des couches sociales les plus vulnérables pour les accompagner. C'est pour cela que je ne peux pas avoir de honte en tant que journaliste politique de toujours rappeler aux Camerounais que il me va droit au cœur de porter une telle casquette parce que, voyez-vous, les lois de la République ne nous l'interdisent pas. Monsieur Franck-Emmanuel Biya ne nous l'interdit pas d'ailleurs. Vous le savez bien qu'il avait reçu en audience Madame Apollonie Fleur-Blas, qui est la présidente coordonnatrice nationale de cette association. C'était précisément le 24 mars 2023, une audience qui avait duré pratiquement 4 heures de temps. Cela voudrait dire que le mouvement citoyen pour la paix et l'unité, encore appelé vulgairement mouvement franquiste, a donc obtenu la légitimité à travers cette audience, mais aussi la légalité parce que nous sommes l'un des mouvements officiellement légalisé depuis septembre 2021 et nous avons d'ailleurs organisé une cérémonie de présentation de l'acte d'autorisation officielle des autorités administratives à Yaoundé. C'était en octobre 2021. C'est pour dire à ceux qui interprètent mal les actions que nous menons, que nous leur réitérons encore, que nous sommes une association apolitique et nous n'avons jamais appelé à une candidature de M. Franck-Emmanuel Biya. Il reste le modèle des jeunes que nous sommes. Merci Jean-Marie Anaba. Renaud Boto, bonsoir. Bonsoir, merci de me faire l'amitié de m'inviter une fois de plus ce soir. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes co-discutants qui sont tous les deux sympathisants de l'un des membres de la famille présidentielle, que ce soit le père ou le fils. Voilà, donc bonsoir à vous et au plaisir de se retrouver ce soir sur ce plateau. Voilà, je reviens à vous, Jean-Marie Anaba. J'ai parlé de cette... j'ai pris déjà le cas de l'année dernière où on a assisté à
C'était presque les mêmes acteurs, à la même période. Est-ce qu'il y a une volonté délibérée du pouvoir public de cette entorse-là, c'est-à-dire que ne pas remettre ce projet-là à temps, tel que la loi le précise? 2 fois déjà, ça fait trop. Je voudrais emprunter, Serge Alain Autou, à une posture que tenait le président de l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Le président de l'Assemblée nationale réitérait que chacun doit rester à sa place. Justement. Et vous savez, le débat qu'il y avait à cette période-là, lors de l'ouverture de la session parlementaire, novembre, puisqu'elle est d'ailleurs le débat que vous nous proposez ce soir. Quand je l'ai dit, ça veut dire que nous sommes dans un pays où le principe de séparation de pouvoir doit exister. Et jusqu'à l'heure où je parle, je pense qu'il existe bel et bien. Maintenant, nous pouvons remettre sur la table un problème d'entorse à nos lois et même au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais plus une entorse à la loi de 2018 portant régime financier de l'État. Il se trouve simplement qu'il y a des dysfonctionnements, cela peut s'expliquer, il y a des réglages qu'il faut faire. J'ai également, je suis d'accord avec vous que quand ça se répète, ça amène à s'interroger. Mais la vraie question qu'on devrait se poser est de savoir, est-ce que lorsque le projet de loi portant loi de finances de l'État du Cameroun arrive au Parlement et précisément à l'Assemblée nationale avec un retard, est-ce que ça empêche aux chefs de département ministériels qui défendent leur budget, pour ne pas dire le gouvernement en général, de mieux l'exécuter? Parce que c'est ça le problème. Ouais. L'année dernière, il y a eu le même dysfonctionnement. Je crois qu'il y a quelques années, il y a eu le même dysfonctionnement. Lorsque vous essayez donc d'évaluer, est-ce que le Cameroun se porte bien? Voilà le débat dont a besoin la grand-mère qui nous regarde à la maison. Est-ce que, au-delà de l'augmentation chaque année de notre budget, que beaucoup qualifient d'un budget qui est peu réaliste, le Camerounais ou la Bayamselam qui est au marché d'une foudre peut tirer son épingle du jeu dans ce budget-là qui est généralement voté. Maintenant, de ce dysfonctionnement de cette année, parlons-en. J'ai appris à travers les réactions de quelques députés qui ont commencé à le dénoncer il y a quelques 2 jours précisément. Bon, donc on ne savait pas que ça allait arriver. Je voudrais commencer par faire une précision. Le rôle d'un député est de légiférer mais surtout de contrôler l'action du gouvernement. Nous sommes d'accord que selon le règlement intérieur, la session de novembre est la session consacrée au vote et à l'adoption du budget. Mais cela dit, ce n'est pas le seul exercice parlementaire qui est consacré par cette session. Il faudrait que les choses soient claires. C'est pour cela que la première partie de la session a été consacrée à cet exercice-là qui demande aux députés de poser des questions orales qui rentrent dans la logique du contrôle de l'action gouvernementale. Les députés l'ont fait pendant des semaines. Il n'est donc pas interdit et aucune loi en dehors peut-être du régime financier. Non, mais Jean-Marie, non, le texte est clair. Non, je dis en dehors, je suis en train d'arriver. Il faut déposer. Là, vous êtes déjà dans entre guillemets, le fonctionnement de la session. Tout à fait. Permettez que il faut déjà que ce soit déposé. Permettez que j'aille jusqu'au bout pour dire aucune loi n'a interdit aux députés de rester dans la logique du contrôle de l'action gouvernementale. Justement. Et cela n'a pas une période précise pour ce qui est du contrôle de l'action gouvernementale. Il faudrait qu'on soit clair. Maintenant, pour ce qui est notamment de la loi de finances ou le projet de loi de finances au titre de l'exercice 2024, nous sommes d'accord qu'il est arrivé avec un retard. Et quand les députés ont fini avec la première partie, il n'est pas interdit qu'en 10 jours, Monsieur Serge Alain Autou, je voudrais vous prendre en exemple le programme des activités de l'Assemblée nationale, parce que nous suivons de près ces activités-là en tant que journalistes, que nous avons reçues et qui nous a été communiqué depuis hier et qui est d'ailleurs en cours jusqu'à présent. Je voudrais vous assurer que ce programme a démontré qu'en un seul jour, on peut examiner au niveau de la commission des finances et du budget notamment la première partie de ce budget de loi. Est-ce qu'il est interdit? Oui, en un jour, je vous dis. Vous avez vu la kyrielle des départements ministériels qui était programmée là-bas, commençant par M. Lupol Moutazé lui-même, qui est le ministre des Finances, qui doit défendre ce projet devant la commission des finances et du budget. Moi, jusqu'à l'heure où je parle, tant que la session n'est pas achevée, je ne peux pas estimer ou déclarer... Jean-Marie, vous pensez donc en 10 jours c'est tenable? Je dis en 10 jours c'est la preuve. Vous dites que l'année dernière il y a eu le même dysfonctionnement. Le budget a-t-il été adopté ou pas? Il a été adopté.
le budget a-t-il connu un problème au niveau de son Donc vous exécution? trouvez que les députés qui manifestent leur courroux là, c'est... Bon, je ne veux pas utiliser, utiliser le terme que Valère Bessala a utilisé sur ce plateau l'année dernière. On va revenir sur le cas des députés, le blocus d'hier. Oui. Je reprécise encore que Serge Alain Autou, il est possible et c'est faisable qu'en 10 jours, les députés puissent examiner et adopter la loi de finances 2024. Ce qui devrait nous intéresser, c'est ce que le Premier ministre chef du gouvernement a présenté hier dans le programme économique, social et culturel de la nation, à savoir les grandes priorités de la nation qui nous concernent, vous et moi, au titre de l'exercice 2024. Et je crois d'ailleurs que parmi ces priorités, il y en a qui touchent le quotidien des Camerounais, notamment accomplir les besoins vitaux des Camerounais pour ce qui est des besoins sociaux de base. Dès qu'on aura fait cela en 2024, le débat sur ce que les députés font, c'est normal. C'est normal. Et je vais d'ailleurs vous dire que lorsque moi j'ai suivi de près, j'ai reçu d'ailleurs un communiqué des députés du PCRN qui reprécisait clairement que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec ce qui est dit sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Vous savez qu'il a été dit par un député et je vais démontrer pourquoi ce député a agi ainsi. Vous savez que M. Pierre Kwemo, je n'ai rien contre lui. Si je vous donne la composition de la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, parmi les 4 opposants, parce que sur les 20 membres de cette commission Ayaï, il y a bel et bien 16 qui sont du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 4 qui viennent de l'opposition, c'est-à-dire 2 qui sont des partis alliés, notamment l'UNDP. Et le FSNC, d'ailleurs le FSNC c'est le vice-président Salman Amadou Ali, le vice-président de cette commission qui représente le FSNC. Et vous avez enfin 2 partis politiques de l'opposition. Vous avez le SDF et vous avez donc l'UMS de M. Pierre Kwemo. Est-ce que vous pensez, M. Serge Alain Autou, avant de repréciser pourquoi il y avait blocage, que quelqu'un qui est membre de la commission des finances, qui défend les intérêts de l'Assemblée nationale et qui pourrait défendre son beefsteak, je mets entre guillemets, parce que généralement il nous est toujours dit des mémoires de journalistes que la commission, la session budgétaire est souvent la session où il y a beaucoup d'entrées en ce qui concerne nos députés, parce qu'il y a les membres du gouvernement qui viennent là pour que leur budget soit validé et ça passe par la commission des finances. Monsieur Pierre Kwemo, bien qu'étant de l'opposition, je ne le voyais pas hier en train de s'aligner avec les députés du PCRN, du SIF et de l'UDC dans l'opération du blocage. Et vous savez que ça nous démontre et ça nous conforte même dans notre position. On a toujours dit que l'opposition aura toujours des difficultés à s'unir. Vous savez que les mêmes députés qui ont fait le blocage hier se sont rassemblés il y a quelque temps dans ce qu'ils avaient appelé UPC, l'Union pour le changement. Et vous avez vu comment le député Jean-Michel Nietzsche avait été trahi en récoltant sa seule voix à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui s'est passé hier. Voilà. Je sors en disant que sur le blocage, le communiqué des députés PCRN nous rappelle que il y a eu une volonté pour l'opposition camerounaise à travers ses députés à l'Assemblée nationale de dire non au gouvernement, d'exprimer son mécontentement au gouvernement pour le retard de ce projet de loi de finances qui est arrivé sur la table des députés. Maintenant, quel est l'effet que ça peut avoir? Je voudrais indiquer que selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'y a aucun article du règlement intérieur qui autorise les députés à manifester par un blocage. C'est interdit. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle la police de l'Assemblée nationale ou la police de la Chambre qui est gérée par le président de l'Assemblée nationale. Okay. Donc, considérons que c'est une action purement politique. Peut-être ça profite à ces élus de la nation qui sont de l'opposition, mais pour le reste, je réitère que le plus important pour le Camerounais lambda, c'est de se demander est-ce que le gouvernement va bien exécuter le projet de loi en question qui deviendra le budget de l'État au titre de l'exercice. Merci Jean-Marie. Fatimatou, justement, ça revient, comme je l'ai dit, l'année dernière déjà, les députés se plaignent de l'arrivée tardive de ce projet de loi, mais ça semble ne pas déranger vos camarades qui sont du côté de l'Assemblée. Pourquoi c'est toujours une affaire de, je vais même dire, certains partis de l'opposition. Jean-Marie vient de le dire, pas tous. Le RDPC, ça ne dérange pas que ce projet arrive comme ça, peut-être un mois après les délais prescrits par la loi? Bon, ce que je vais dire, M. Serge Alain Autou, la démocratie dans son essence donne
le pouvoir à chaque pan de la société, à exercer son pouvoir, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, qui est en ce moment-là exercé par les parlementaires, que ce soit les députés ou bien les sénateurs. Alors, le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, à travers ses ministres, élabore le projet de loi qu'on adresse à l'Assemblée nationale. Alors, ce que je voudrais dire, les deux pouvoirs sont dans leur rôle. Oui. L'exécutif est dans son rôle de déposer le projet de loi. Alors, les députés également sont dans leur rôle. Et s'ils estiment que conformément à la loi, oui, l'orthodoxie n'a pas été respectée, il est également de leur droit de le manifester. Contrairement à ce que nous entendons souvent ci et là, où les gens nous rappellent parfois que nous sommes dans l'Allemagne hitlérienne, vous vous rendez bien compte qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont bloqué carrément la prise de parole du Premier ministre. Ah ouais. C'est après, si je m'en tiens au communiqué d'un des responsables du parti de l'opposition, c'est après des concertations avec le ministre délégué à l'Assemblée, de la présidence en relation avec les assemblées et Monsieur Dialogue National et Dialogue social, le ministre Grégoire Ona et certains députés du ADPC, les autres députés qui manifestaient leur mécontentement. C'est après des échanges qu'ils ont trouvé un compromis parce que, pense-t-il, le plus important, c'est le vote de la loi et l'examination de la loi. Et si je m'en tiens également à ce qu'il a écrit, qu'il a communiqué, il indique que l'opportunité leur a été donnée d'apporter les amendements, même après, parce qu'il y a un délai en principe pour apporter les amendements. Mais ce que nous devons dire, tout à l'heure j'ai suivi M. Jean-Marie Anaba qui pensait qu'il fallait aller à l'essentiel. Oui. C'est vrai, on peut aller à l'essentiel, mais il faudrait également mentionner que c'est bien qu'on respecte les lois. Voilà. Bien que les lois se respectent. Voilà. Et que si les députés estiment il est dans leur liberté de manifester comme ce fut la dernière fois. Et si je m'en tiens également au communiqué de ce responsable de parti politique là, il indique qu'il y a eu comme ils ont fumé le calumet de la paix et ils estiment qu'ils ont pris sur serment, ils ont promis que dorénavant ils essaieraient de respecter les délais. Sauf que ce que nous devons également dire, quand on indique que la loi indique qu'on doit déposer 15 jours avant l'ouverture. Ça veut dire que la loi va être déposée à l'intersection. En ce moment-là, les députés ne sont pas à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont pas la session n'est pas encore convoquée, elle n'est pas encore ouverte. Donc même si elle est déposée avant, il est évident que les députés ne l'auront pas. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, c'est la période pendant laquelle on convoque la session. Donc, la marge de 15 jours est respectée, elle est comprise. Ça veut dire que les députés peuvent recevoir le projet de loi et commencer à le feuilleter. Suivez-moi, permettez. Et quand la loi arrive, le projet en question arrive à l'Assemblée nationale, il faudrait que la conférence des présidents juge de la recevabilité de cette loi. Ce qui implique que les députés ne peuvent pas les avoir en examination tant que la conférence des présidents n'a pas encore validé, du moins donné le cutus de la recevabilité du projet en question. Alors, c'est après l'ouverture de la session que le président de l'Assemblée nationale en plénière annonce non seulement le dépôt, mais la recevabilité du projet. Ce qui implique que quel que soit lambda, il y aurait quand même un temps écoulé entre le dépôt et l'entrée en possession des 10 documents par les députés. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Assemblée nationale fonctionne par commission.
il y a une commission de finances qui est chargée d'examiner de fond en comble ce projet de loi. Il y a apporté des amendements, sauf que également au niveau des amendements, il y a une procédure. Parce qu'on indique bien que lorsque le député ou bien le groupe des députés veut apporter un amendement par rapport à un article ou bien par rapport à une disposition, il faudrait bien que ce groupe-là ou bien ce député-là explique le bien fondé, en quoi est-ce que cela apporte une plus-value par rapport à ce qui a été décidé. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de suffisamment technique. Et nous pensons que ceux qui sont à la commission des finances ont suffisamment de temps, ont suffisamment la carrure intellectuelle nécessaire pour apprécier les dispositions telles qu'elles sont proposées. Alors maintenant, en plénière, les députés qui ont par devers reçu le projet de loi en français et en anglais ont la latitude d'apporter tous les correctifs qu'ils peuvent apporter dans la séance de questions-réponses. Et nous pensons que, très sincèrement, ce qui s'est passé là, en dehors de ce que les autres peuvent percevoir cela comme le show, parce que comme il a dit tantôt, ce n'est pas l'unique rôle des députés, ils ont bien d'autres choses à faire. Et de même, quelqu'un se poserait la bonne question que il savait, quand il venait en session, il n'avait pas encore reçu ce projet de loi. Ils étaient conscients des tests qu'il fallait que ce soit déposé 15 jours avant. Pourquoi n'ont-ils pas fait le blocus dès le départ? Voilà des questions que les gens peuvent, des questions rhétoriques que les gens peuvent se poser, mais toujours les autres... Dès le 10 novembre... C'est possible de faire le blocus avant la session. Non, je dis avant, je dis quand ils arrivent, quand on convoque la session. Oui. Le 10. Oui, le 10 novembre. Le 10 novembre, pour le 10 novembre. Ils sont arrivés ce 10 novembre-là. Il y a eu la séance de questions. Oui. On aurait pu observer qu'il y ait ce mouvement d'humeur à partir du moment où ce n'est pas hier qu'ils ont découvert qu'ils n'ont pas reçu les trucs, les documents. Je dis bêtement, c'est ce que les gens peuvent aussi, des questions que les gens peuvent se poser. Que, mais, ils ont bien commencé, ils ont posé des questions, il y a eu des plénières, mais ils étaient tranquilles. Et comme par enchantement, ils découvrent que... Attendez, le chef du gouvernement, c'est ça? Comme par enchantement, ils découvrent justement qu'il fallait faire obstruction à la présentation Or, si peut-être ça avait été fait avant, peut-être aurait-on déposé ces documents dans les règles de l'art, ou bien même avec quelques jours de retard, mais pas hier. Okay. Donc voilà les questions rhétoriques auxquelles les gens peuvent nous soumettre. Mais toujours est-il que c'est la manifestation de la démocratie. Voilà, nous avons la chance d'avoir, il est enfin arrivé, honorable Adamo Koupit. Bonsoir honorable, bienvenue. Bonsoir Alain, bonsoir à mes companélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Je voudrais d'abord commencer par m'excuser. On avait des activités et nous avons pu abroger cela autour de 18h pensant être là à l'heure. Okay. Malheureusement, le bouchon qu'on trouve dans la ville ici, lorsqu'il pleut à Yaoundé, c'est comme si la pluie crée l'embouteillage. Okay. Mais heureusement, on a pu rattraper l'émission, c'est ça l'essentiel. Voilà, merci. Il y a une question pour vous, vous êtes arrivé au bon moment. D'abord, Renaud, je veux parler. Est-ce qu'il y a une réelle volonté, je prends seulement, parlant de 2022, bis répétitant en 2023, ça arrive toujours en retard. Vous pensez comme beaucoup qu'il y a une volonté manifeste de l'exécutif de torpiller un peu cette relation-là avec le législatif? C'est possible, nous sommes en politique, c'est-à-dire que nous avons en phase 3... Jean-Marie dit qu'en 10 jours c'est faisable. Non, c'est pas, il faut respecter la loi, je vais y revenir. Non, il dit que pour l'examen, en 10 jours c'est faisable. Si la loi prévoit plus de jours, ça veut dire qu'ils ont constaté qu'en 10 jours c'était pas faisable. Oui. Donc je dirais tout simplement qu'il y a trois pouvoirs qui sont en face. Il y a l'exécutif qui essaye d'avoir une emprise sur les législatives et ainsi de suite sur les judiciaires, c'est tout à fait normal. Donc il est normal qu'il y ait des manœuvres pour inféoder l'Assemblée nationale venant de l'exécutif. Quel intérêt?
Mais c'est dans l'intérêt justement d'avoir une super puissance, un super pouvoir à l'exécutif. Vous savez que nous sommes dans un système hyper présidentialiste. Donc du coup, l'exécutif veut avoir la même mise sur tous les deux autres pouvoirs. C'est tout à fait normal en ce qui concerne l'expression du jeu de pouvoir, du jeu politique qui régule la vie des citoyens, la vie de nos institutions, la vie de la nation. L'Assemblée nationale est cet endroit où on vote les lois, vous voyez. C'est même à l'Assemblée nationale qui revient le rôle de respecter justement ces lois-là. Si l'Assemblée nationale elle-même ne respecte pas les lois, mais nous sommes perdus. Donc il faut respecter la loi. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je ne peux pas être d'accord lorsqu'on dit que on traite les députés on dit réduit on parle de beefsteak quand on parle des députés. Moi, j'ai pas vraiment apprécié, je sais pas, peut-être qu'il a des informations qui vont dans ce sens, mais il faut respecter quand même les élus de la nation. C'est vrai que on a un RDPC qui est obèse à l'Assemblée nationale. Donc vous pouvez comprendre que l'opposition qui est minoritaire essaye de trouver les superfuges qui sont les siens pour pouvoir continuer d'exister, vous voyez. Donc Jean-Marie l'a dit, c'est pas toute l'opposition qui était avec nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, mais l'opposition doit continuer à exister. Qu'est-ce qu'ils vont faire sinon? Parce qu'ils n'ont pas de majorité critique à l'Assemblée nationale pour pouvoir créer un groupe ou alors influencer des décisions venant de la majorité obèse RDPC. Ils sont obligés justement de trouver des superfuges pour faire entendre leur voix de temps en temps, vous voyez. Étant donné que déjà l'Assemblée nationale elle-même a violé la loi, ils ont, même si on va pas soutenir ça, mais ils ont trouvé qu'il fallait bloquer à ce moment donné là la parole, fut-elle celle du Premier ministre, pour faire entendre leur voix. Malheureusement, c'est à ce niveau-là que nous sommes arrivés. Mais je dois dire, ça peut être vu de deux façons. Ça peut être vu comme un signe de vitalité politique. C'est-à-dire que lorsqu'on a une Assemblée nationale qui bouillonne, on a des revendications à l'intérieur, ça rassure même les citoyens. C'est-à-dire que les citoyens qui regardent, qui ne sont pas des fins sociopolitologues ou politistes, et quand ils voient ce type d'action, ils se disent qu'effectivement, on a une Assemblée nationale qui a une certaine vitalité. Bon, ça peut également être, c'est peut-être le cas qu'il a pris, signe d'agitation, voilà, pour des prébendes politiques, etc. Mais nous ne voudrions pas, nous ne souhaiterions pas que ce soit le cas. Donc, en la matière, moi, je vais féliciter. Ça peut sembler étrange, je vais féliciter les partis politiques d'opposition, les quelques qui ont pu manifester, parce qu'ils sont les représentants du peuple. Donc lorsqu'ils estiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de leur droit d'essayer de faire entendre leur voix de la manière la plus, je veux dire, qu'ils jugent la plus opportune possible, même si on sait très bien et on comprend très rapidement que c'était en fait un cri du désespoir. Bon voilà, des victimes, bon, enfin, ils n'avaient pas trop d'autres options que celle-là. Mais je termine mon propos en disant, et je le martèle, il faut respecter la loi. Si l'on ne respecte pas la loi dans notre pays, on ne pourra pas construire ce pays. Il faut respecter la loi. Et j'espère donc que ça servira donc... Jean-Marie dit que malgré tout ce qu'il y a eu l'année dernière, le projet a quand même eu... Tout s'est bien passé. Oui, parce que malheureusement... Même comme il y a eu cette entorse-là. Parce que malheureusement... Je pense que l'essentiel, c'est que ça passe. Malheureusement, les directives viennent d'abord, le projet vient de l'exécutif, oui. Et l'exécutif a un relais à l'Assemblée nationale puissant qui est sa majorité. Donc vous comprenez que fatalement, les lois finissent par passer, fatalement. Oui. Mais je dis... il faut qu'on respecte les lois dans ce pays, vraiment, parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas construire notre nation. Honorable Koupit, pendant que vous installiez, Fatoumata parlait, elle ne comprenait pas la coïncidence, pourquoi ça a attendu que le Premier ministre soit là. Pourtant vous êtes là-bas depuis le 10, vous ne saviez pas qu'il y avait ce problème-là, que le projet n'était pas déposé. Pourquoi? D'abord le timing, voilà, autre chose, pourquoi toute l'opposition n'était pas avec vous? Bon, ben, écoutez, pourquoi seulement même les trois qui reviennent tout le temps? Les autres étaient où? C'est vrai que je ne suis pas sur ce plateau pour reprendre aux préoccupations de Fatoumata. Non, elle peut être... c'est la question que beaucoup de gens se posent aussi. Hein. Cette coïncidence-là avec l'arrivée du Premier ministre. D'accord. Il faut que l'on comprenne que l'opposition camerounaise est une opposition très responsable.
Malheureusement, l'Assemblée nationale n'a pas une chaîne de télévision qui devrait diffuser en direct ce qui se passe à l'intérieur. Sinon, certaines questions ne se poseraient pas. Lorsqu'il y a un problème et que vous êtes patriote, vous devrez emprunter le chemin qui démontre que vous voulez que le problème soit résolu de bonne foi. À notre arrivée à l'Assemblée, nous avons constaté qu'il y a des faits qui déshonorent l'institution. Et nous avons pris l'engagement de combattre pour que, au cours de cette législature, qu'il y ait bien des améliorations contribuant à crédibiliser l'institution et à faire donc au moins que l'opinion publique, qui jusqu'ici continue à dire qu'il s'agit qu'une chambre d'enregistrement, qu'on va comprendre quand même qu'il s'agit d'un parlement. Et donc, on a commencé par attirer l'attention de manière verbale au cours des questions orales aux membres du gouvernement. Il faut que les gens comprennent que la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée oblige que lorsqu'on est en session, que chaque semaine, on ait une plénière consacrée aux questions orales aux membres du gouvernement. Et nous avons donc d'abord emprunté ce chemin. Nous sommes allés, même l'année passée, personnellement, M. Jean-Marie Alnaba, qui est là et qui couvre la plupart des activités, peut témoigner. Personnellement, j'ai dit à M. le ministre que lorsqu'on fait une loi, et les Camerounais qui nous écoutent doivent comprendre que toutes les lois qui sont au Cameroun sont d'émanation gouvernementale. Donc c'est le gouvernement, c'est eux qui font ces lois. Et leur majorité politique vote cette loi-là. Maintenant, ils sont incapables eux-mêmes d'appliquer la loi que eux-mêmes ont. Ce n'est pas l'opposition qui a fait la loi de 2018 portant régime financier de l'État. C'est le président de la République qui l'a envoyé. Et ce sont les députés de la majorité qui l'ont voté. Et donc nous avons dit, le président peut être habité de très bonne foi parce qu'on fait une loi pour résoudre un problème crucial. Et on imagine, on sort des dispositions. Maintenant, lorsque ces dispositions sont confrontées à la réalité pratique, on peut trouver que peut-être ce n'est pas réalisable au regard des réalités. Et quand on est face à ce genre de réalité, on rentre modifier la loi. On ne laisse pas la loi en son état et on ne la respecte pas. L'État voyou, c'est l'État qui ne respecte pas ses propres lois. Et nous avons donc dit au gouvernement, entreprenez la modification de la loi si tant que la loi là n'est pas faisable sur le plan pratique. On l'a dit. Et puis, on se retrouvait encore avec un document de débat d'orientation budgétaire qui arrive avec un retard énorme. Nous avons fait le blocus. On a fait le blocus, c'est-à-dire nous sommes passés de l'étape d'attirer l'attention à travers les questions orales à l'étape de propositions concrètes et nous avons trouvé que ça ne meut pas. Et on est donc allé à l'étape du blocus du document d'orientation, du débat d'orientation budgétaire. Alors, à ce moment-là, nous croyons que cela va faire en sorte que le projet de loi de finances soit déposé à temps. De toutes les façons, il y a toujours quand même un minimum d'efforts, de sacrifices qu'on peut faire en acceptant certains retards. Parce que quand on vient à l'ouverture sans l'avoir, sans avoir eu le document qui devrait être à notre disposition 15 jours avant, on fait preuve de cette tolérance pour montrer la bonne volonté qu'on est disposé à travailler. Et on se dit, on peut avoir un retard tolérable peut-être de 5 jours, de 10 jours. Voilà. Alors on arrive depuis le 10, rien n'est arrivé à l'Assemblée. On utilise même ce que nous appelons le lobby, le parlementarisme de couloir pour attirer l'attention que nous allons vers la ligne rouge. Ça n'a pas ému. Jusqu'à ce que hier, fatalement, on nous a d'abord annoncé le programme d'activité à l'Assemblée qui convoquait une plénière à l'effet d'adopter deux projets de loi de ratification des accords de coopération militaire, des accords de coopération diplomatique entre le Cameroun et l'Égypte et entre le Cameroun et la Russie. C'est deux projets des accords importants pour nous parce que ça crée
la dispense de l'obligation d'obtention de visa pour les Camerounais détenteurs de passeport de service ou de passeport diplomatique pour aller en Russie ou en Égypte. Donc, c'était ça le menu à l'Assemblée. Donc, lorsque nous terminons ce débat avec le ministre de Relations extérieures, on observe quelques petits mouvements. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes rentrés, puis après on nous dit, il y a une plénière à 17h, puis une autre à 19h. Alors, la plénière de 17h, c'est pour recevoir le projet de loi de finances. Et à 19h, c'est pour recevoir la communication de monsieur le Premier ministre. Parce que c'est une obligation, au regard de cette loi-là, c'est une obligation qu'avant l'examen du projet de loi de finances, le Premier ministre vient s'adresser au Parlement pour présenter le programme économique, social, financier et culturel de la nation pour l'exercice dont on va s'apprêter à voter le budget. Alors nous nous sommes dit, franchement, ils ont atteint le seuil inacceptable. Le seuil inacceptable parce que nous sommes pratiquement à 8 jours de la clôture. À 8 jours de la clôture, c'est vraiment demander aux parlementaires de devenir je ne sais pas moi, de sortir de l'espèce humaine que nous sommes pour aborder une autre espèce, afin d'être capable d'examiner à fond le budget de tous les départements ministériels et des institutions de souveraineté. Ce sera un document de plus de 1200 pages. Jean-Marie n'a pas dit que c'est faisable. Donc attendez, il dit c'est faisable parce que lui, il n'est pas concerné. C'est faisable pour ce moment. Il faut dire que la lecture d'un projet... Non, écoutez, l'année dernière, ce n'était pas 8 jours. Il faut qu'on le dise, ce n'était pas 8 jours l'année dernière. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on tolère, le gouvernement avance au point où, si on ne fait rien, on va s'attendre à ce qu'ils viennent même avec un projet de loi de finances à la veille de la clôture. Oui. Il fallait donc tirer la sonnette d'alarme. Et il n'y avait pas d'autre moyen que de faire cela. Et nous pensons que le Premier ministre, c'est une institution. Pour nous, c'est une institution importante. C'est le numéro 2 de l'exécutif. Il ne peut pas venir à l'Assemblée présenter un programme qui porte sur un document dont les députés ne sont pas entièrement en possession. Oui. Parce que quoi? Nous l'avons dit qu'il y avait 2 problèmes qui devaient motiver la décision du rejet de ce projet par la conférence des présidents. La première, c'est quoi? C'est la forclusion par rapport au délai. Oui. La deuxième raison, c'est que le document est arrivé étant incomplet. Et quand nous disons que c'est incomplet, c'est que nous convoquons les dispositions claires. On vous donne quoi comme raison? Le fait qu'ils soient arrivés incomplets. Attendez, je vais y arriver, puisque en position de l'État, il faut comprendre que le Cameroun a un problème. Il faut le dire. La présidence de la République devient de plus en plus le cimetière de tests que les membres du gouvernement envoient. Au point où là-bas, on ne se rend même pas compte qu'il y a des tests qui sont soumis à l'obligation de délai. Vous allez vous rendre compte que le membre du gouvernement peuvent travailler, mais comme c'est le président de la République qui envoie à l'Assemblée, ça arrive là-bas, et généralement, les gens là, ils disent le président a son temps. Il ne se rend pas compte qu'il y a un temps que la loi lui impose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous devions donc prendre notre responsabilité et faire comprendre aux gens que ça ne doit plus continuer ainsi. Et donc, il n'y avait pas meilleur moment que cet instant de solennité où le Premier ministre vient présenter le programme, de lui dire, vous ne pouvez pas présenter ce programme parce qu'il y a des entorses graves à la loi. Il faut absolument qu'on voie pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on doit faire désormais. Podmanto, vous êtes... la réponse, l'a répondu vous. Par rapport à la coïncidence. Non, on est maintenant fixé. Il vous a dit que c'était le meilleur moment avec la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, type Dr John Gauthier. Pour répondre à la question. Bon, sauf que vous comprenez donc la pertinence de la préoccupation qui pouvait être alléguée par X ou Y personne. Mais maintenant, quand on vient à l'essentiel que constitue le projet de loi, l'annexe généralement, ce sont des problèmes recensés par secteur, par des responsables dans les services et bien ficelés. Je ne sais pas si tous les députés ont la science infuse
en matière de gestion de ces choses, parce que dans chaque ministère, par exemple, il y a des responsables, des consultants qui sont appelés à faire l'état des besoins, à donner, élaborer les programmes, les perspectives, les ambitions et tout. Bon, maintenant, quand ils estiment légitimement, je le dis, que les 15 000 autres pages ne sont pas arrivées, supposons que ce soit arrivé 15 jours auparavant en intersection. Vous vous rendez compte? Forcément, il n'aurait pas ce document parce qu'il sait qu'il faut que on appelle ça quoi? Le collège des présidents est validé, la conférence des présidents est validée, est reçue, est donné cutus de la recevabilité de tel document. Et cela ne peut se passer que lorsqu'on a déjà ouvert la session. Forcément, ça ne pourrait pas. Forcément, ça ne pourrait pas se faire. C'est faux. Forcément, ça ne pourrait pas se faire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Monsieur Koupi, je vous ai écouté, c'est pas parce que vous avez la science infuse. Hein? Non, c'est pas la science infuse. Être député ne vous donne pas le cutus de l'intellectuel qui sait tout. Hein? On n'est pas obligé. Ayez l'art d'écouter. Ça fait partie des principes de la démocratie. Ouais. L'écoute aussi, c'est un art. Écoutez, mais rectifiez après. Vous n'êtes pas à l'école. Sauf si vous êtes venu répondre à mes préoccupations comme j'ai cru demander tout à l'heure. Donc, je dis, les 15 jours, ça veut dire ça arrive en été session. En été session, les députés ne peuvent pas avoir ces documents tant que la conférence des présidents n'a pas donné le cutus de la recevabilité. C'est leur règlement intérieur qui le dit. Et au-delà de tout cela, comme M. Anaba l'a dit tantôt, après le buzz, what next? Parce que ce qui est clair, ils nous donnent l'habitude de... Mais il faut savoir, il faut quand même savoir... Non, il faut quand même faire savoir que non, les textes ont été piétinés, violés. C'est pas... nous l'avons dit. Mais après, what next? Maintenant, ce qui conforterait, qui leur donnerait qui nous donneront l'impression qu'ils savent même ce qu'ils font, qu'ils ne le font pas uniquement pour montrer aux autres, comme l'a dit monsieur Renaud Eboutou tout à l'heure, que quand les autres le voient ce qui se passe, on dit oui, ils font quand même quelque chose, nous avons envoyé les gens là-bas, vous avez vu comment il a bloqué le ministre. Mais alors là, les débats de fond, j'aimerais donc que demain sur ce plateau, que nous recevions des honorables députés qui auraient apporté des amendements conséquents sur le budget, parce que pour analyser quelque chose, pour apporter des amendements, parce que j'ai essayé de regarder, il y a des volets qui sont évoqués, qui rentrent carrément dans le social, et au-delà même dans le fonctionnement global. Je ne suis pas exégète, je n'ai pas la science infuse comme certains, pour me targuer de ce que je vais donner entièrement. Par exemple, j'ai vu les dispositions sur l'exportation des grumes. Avant, c'était une taxe de 60%. On a augmenté à 75%. Et dans la simple lecture du profane que nous sommes, nous comprenons que c'est une façon de forcer la main à d'autres, à ces gens-là, de venir installer les usines de transformation. Également, il y a l'augmentation des prix de la tarification. Il y a un délai pour l'augmentation des taxes sur les produits qui ne sont pas des produits de première nécessité, pour impulser l'import-substitution dont avait parlé le président. Il y a autant de choses. Il y a la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest qui a vu une augmentation en matière de budget. Nous pensons que ce sont des chapitres intéressants qui peuvent retenir l'attention des députés. Bon, si en 30 jours, ils peuvent examiner les 15 000 pages plus 120, comme j'ai pu entendre, c'est waouh! Ça veut dire que quelque part... nous avons de la matière à l'Assemblée nationale. Mais, bon, sauf que, comme l'a dit M. Anaba, ça passe au vote. Et à partir du moment où ça passe au vote, les députés de l'opposition savent ce qu'il faut faire pour avoir la majorité. Parce que quand ça va aller au vote, justement... Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir la majorité à S'ils ne le savent pas, ça veut dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils font la politique.
Ils savent pas pourquoi ils font la politique. Ils savent ce qu'il faut faire. Parce que la majorité, ils ont parlé de la majorité obèse du RDPC. On ne l'a pas, c'est pas tombé du ciel. C'est le fruit de quelque chose. Ils doivent se mettre à ça. Parce qu'après le buzz, justement, la loi va passer en adoption et le vote, les députés vont voter. Est-ce que le buzz va apporter une plus-value? Bon, voilà la question peut-être. Comme je ne sais pas trop grand-chose du fonctionnement de l'Assemblée nationale, peut-être ça entre aussi dans le registre du vote, peut-être ça apporte quelque chose quand on fait des bruits. Le vote, au lieu d'une voix, ça compte peut-être 10, qui sait. Jean-Marie Anaba, je reste sur l'opposition et même le RDPC qui semble se complaire dans cette situation. C'est un texte qui arrive, on a dit, 1 mois après. Ça ne dérange pas de ce côté-là que la loi soit piétinée à chaque fois? D'abord, je voudrais que vos téléspectateurs soient rassurés et qu'il n'y ait pas mauvaise interprétation. Je suis de ceux qui condamnent le non-respect de la loi, notamment celle de 2018 portant un régime financier de l'État. Sur ce plan-là, nous sommes d'accord. Mais nous sommes sur le principe en se disant que si en 2022 ça a été fait et qu'il y a eu vote, adoption et puis promulgation de la loi de finances et les chefs de département ministériels respectifs se sont battus à faire exécuter ce budget qui a d'ailleurs subi une ordonnance présidentielle en juin dernier. Disons simplement que c'est l'essentiel. Maintenant, quand on va continuer chaque fois comme ça? Non, je suis en train de vous dire, je condamne le non-respect de la loi. Mais le principe voudrait que quand on n'a pas respecté la loi, en dehors du blocus ou du blocage qui a été opéré par les députés de l'opposition, que la loi soit votée. La preuve, ils vous disent dans leur communiqué, je parle de ceux du PCRN qui ont commis un communiqué ce matin, ils vous disent, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ne vont pas accepter que la loi soit votée ou examinée par la commission des finances? Et là encore, je voudrais attirer l'attention, il y a un député qui est devant nous, que quand vous n'êtes pas membre de la commission des finances et du budget, vous ne pouvez pas examiner au fond le projet de loi de finances parce que cela relève de la compétence de la commission des finances. Et je vous ai dit, monsieur Serge Alain Autour, que parmi ceux qui étaient devant le pupitre hier pour bloquer la présentation du programme économique, financier et socio-culturel de l'État par le Premier ministre chef du gouvernement, il y en a un qui est membre de la commission des finances. Et il y en a un deuxième qui est député du SDF, qui était le seul à jouer le jeu, mais le seul qui n'a pas joué le jeu s'appelle M. Pierre Kwemo. Et il vous a dit ce que je ne reprends pas ici, que vous avez lu à travers les réseaux sociaux. Je m'amène donc à me demander, est-ce qu'un député de la nation peut se permettre de telles déclarations et qu'elles soient fortuites? D'ailleurs, le communiqué des députés du PCRN nous réitère que lorsqu'il y avait une négociation hier, M. Koupita Damou y était, il y avait parmi ceux qui étaient à la table de négociation, M. Pierre Kwemo. Il sait certainement ce qui s'est dit dans des négociations et il est venu vendre la mèche en disant, ces gens qui vous disent qu'ils font le blocage à l'Assemblée nationale, voilà ce qui faisait l'objet des négociations. Et nous, en tant que citoyens, en tant que journalistes, même si on nous dit que le journaliste doit fonctionner avec les faits, je ne prends pas pour parole d'évangile le communiqué des députés du PCRN qui sont dans leur droit de se défendre. J'imagine que les députés de l'UDC, monsieur le porte-parole des députés de l'UDC est là, peut-être il nous dira quelle est la position des députés de l'UDC sur ce qui se passe autour des négociations qu'il y a eu. Maintenant, je voudrais redire que je réitère ma position qu'en 10 jours, en 8 jours, les députés membres de la commission des finances et du budget peuvent examiner la loi de finances. Je le dis pourquoi, M. Serge Alain Autour. Il y a ce qu'on appelle, et qui a été institué depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui, le débat d'orientation budgétaire. C'est l'unique moment où les députés, y compris M. Koupita Damou et les autres qui ne sont pas membres de la commission des finances, peuvent s'approprier ce qu'on appelle le cadrage économique par rapport à la loi de finances qui arrive. Ça veut dire que c'est en ce moment-là que les députés écoutent les orientations que le gouvernement est en train de proposer par rapport à la nouvelle loi de finances qui va arriver. Et c'est en ce moment-là qu'ils peuvent donc apporter des amendements et tout ce qu'ils veulent. C'est en ce moment-là qu'ils s'approprient les orientations du gouvernement. Ce qui fait que lorsque le projet de loi arrive, il faut simplement qu'il soit examiné au fond. Okay. Donc si les députés se sont appropriés le projet de loi ou les orientations de la nation, du gouvernement à partir du débat d'orientation budgétaire,
On n'a pas forcément besoin que les députés qui ne plus sont de même 10 pas jours. membres de la commission Ok. des finances puissent examiner ce L'honorable projet de loi. Koupit dit que c'est faux. Il va vous répondre tout à l'heure après le 20h de Uringonomala, le 20h le plus attendu de la planète. On se retrouve après justement la réponse de l'honorable Koupit à Jean-Marie Anaba. C'est après le 20h de Uringonomala.